Bonjour tout le monde, merci pour votre intérêt. Le SAPEC, il travaille depuis plusieurs années de plus en plus sur le sujet de la transition énergétique et écologique. Donc, il y a un volet mesuré, comme vous le voyez tout en haut. Mesuré, ça veut dire qu'on travaille sur les statistiques. C'est notamment le domaine où Olivier Tunis est en charge depuis une douzaine d'années. Et puis, il y a le volet modélisation et prévision, respectivement projection, dans ce cas précis où ces travaux ont été effectués par Gilles Charles, Laurent Paul et moi-même. Donc, on va faire une petite introduction pour expliquer un peu le périmètre et comment, en fait, ces projections de long terme ont été établies. Après, on va passer en revue les différents secteurs tels qu'ils sont définis aussi dans la loi climat pour montrer aussi bien les résultats de notre projection et les comparer aussi aux objectifs sectoriels de cette loi climat. Après, on va récapituler, montrer les objectifs globaux en matière d'énergie et les objectifs climatiques avant de conclure. Donc, tout d'abord, je crois que c'est important de clarifier un peu le périmètre de ce qu'on va montrer quand on va parler des émissions. Donc, on ne va pas considérer ici les émissions indirectes sont d'un côté très difficiles à mesurer, donc c'est toujours basé sur des estimations plus ou moins incertaines. Donc nous, on va considérer donc le concept qui est d'ailleurs aussi celui sur lequel l'accord de Paris, par exemple, est basé, c'est le concept de l'inventaire des émissions des gaz à effet de serre. Et c'est là aussi sur ce concept les objectifs climatiques pour lesquels le Luxembourg, en tant que pays, est responsable. Si je dis ça, donc d'un côté, on va parler des émissions directes et aussi, on ne va pas parler des émissions ETS. Il y a un système d'échange de quotas d'émissions dans l'Union européenne qui fait que les entreprises intensives en énergie, elles sont soumises à un autre système, donc ils ne sont pas concernés en fait par la responsabilité de l'État, mais c'est un système européen. Donc vous voyez, c'est marqué en rouge ce qu'on ne va pas couvrir à chaque fois quand on parle des émissions. Par contre, quand on va parler des objectifs d'énergie, d'efficience énergétique, alors dans ce cas-là, les entreprises ETS qui sont majoritairement dans l'industrie, ils vont être inclus. Après, il y a le sujet de l'utilisation de la terre, donc la terminologie anglaise, c'est celle de l'ULUCF, donc Land Use Change and Forestry. Donc ça, en fait, c'est pas dans les périmètres pour les objectifs climatiques à l'horizon 2030. Par contre, pour l'objectif à très long terme de neutralité carbone, c'est à ce moment-là où c'est considéré dans le total. Après, vous voyez à gauche aussi la prépondérance en fait du transport par rapport aux autres secteurs comme le bâtiment, qui est le deuxième plus grand secteur d'émissions. Et l'industrie, une fois qu'on en retire les émissions de l'ETS, c'est un secteur d'émissions relativement faible, comme vous le voyez. Donc, comment nous on élabore de telles projections de long terme? Pour faire ça, on dispose de modèles. Deux modèles plus spécifiquement qu'on a développés. Donc, une fois une approche macroéconomique où on a tous les flux dans l'économie, tous les agrégats économiques. Donc, vraiment une approche d'équilibre général, comme on va le voir bientôt. Et puis, on a un modèle plus détaillé où là, on se concentre plus sur les flux et les stocks. Donc, c'est une approche où on peut mieux modéliser, disons, l'impact des différentes technologies. Mais d'abord, donc, le modèle d'équilibre général, pourquoi c'est un équilibre général? C'est parce qu'en fait, tous les marchés de l'économie sont représentés, celui des biens et services, du travail et du capital. Il y a toujours un équilibre entre offre et demande et un prix qui sont déduits. Il y a tous les acteurs, donc les ménages privés, les entreprises, le secteur public et le reste du monde. Et ce qui est important, ou quelle est la plus-value en fait de ce type de modèle, c'est qu'il y a toutes les interdépendances qui sont importantes dans ce contexte, notamment entre la croissance et la démographie, ou encore entre la croissance et l'énergie, et donc les émissions. C'est pour ça que cette approche macroéconomique est essentielle, parce que déjà, on considère tout
et surtout les interdépendances entre les différents agrégats ou les différentes évolutions. Après, le modèle plus microéconomique, donc là, on va considérer les flux et les stocks. Pour donner des exemples, dans le secteur résidentiel, on aura tous les types de bâtiments, on aura tous les différents types de chauffage. Et pour les types de bâtiments, on a plusieurs générations de bâtiments, parce que c'est très différent si on parle d'un bâtiment ancien ou d'un nouveau bâtiment. On distingue du coup aussi les différents produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage et on modélise aussi la consommation d'électricité en dehors de celui utilisé pour le chauffage. Pour le secteur du transport, c'est très similaire. Donc là, on va avoir le stock des véhicules et aussi les flux des véhicules pour notamment prendre en compte l'électrification progressive du parc des véhicules. Après, pour les autres secteurs, c'est modélisé d'une manière plus simplifiée. Pourquoi? Parce qu'on ne dispose pas de cette exhaustivité des données comme dans le secteur du résidentiel ou dans le transport. Donc, on est plus limité en termes de données et du coup, la modélisation est plus simplifiée aussi dans ce domaine, mais on modélise notamment la demande et la production par produit énergétique. On modélise également l'efficacité énergétique et on fait le split entre les entreprises ETS et non ETS, qui est nécessaire, comme on l'a vu. Après, en fait, le plus important, c'est qu'en fait, ces deux modèles qui ont tous les deux leur raison d'être, ils parlent entre eux. Donc, ils communiquent entre eux. C'est une cohérence entre ces deux approches qui sont complémentaires. D'un côté, les modèles macroéconomiques, on tire tous les effets prix, les effets revenus, les effets substitution entre produits énergétiques. C'est là aussi où on va en fait donner au modèle microéconomique l'évolution de la population, de la croissance de l'emploi ou du PIB, et où on va déterminer également les ventes de carburant, qui eux sont basés sur des prix, alors que dans le modèle micro, il y a plus des effets structurels sans considérer nécessairement les prix. Par contre, ce que ce modèle microéconomique va nous donner, c'est justement les effets structurels qui sont importants à considérer. J'ai déjà donné l'exemple de l'électrification. Il y en a d'autres, par exemple la pénétration à long terme de l'utilisation d'hydrogène, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces modèles? Avec ces modèles, donc, d'un côté, on a modélisé un baseline, un politique inchangé, et la terminologie en fait imposée par la Commission européenne dans ce contexte, c'est scénario, il est appelé with existing measures. Et là, c'est essentiellement une prolongation des tendances historiques et toutes les mesures qui ont été décidées avant la fin 2021 sont considérées dans ce scénario. Par conséquent, toutes les mesures qui sont adoptées après, donc à partir du début de 2022, et toutes les mesures futures qui ont donc été en partie donc, définies dans ce nouveau PNEC, qui est d'ailleurs le plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Donc, toutes ces mesures vont être quantifiées dans un deuxième scénario, qui est le scénario VAM, et qui vont nous permettre finalement, donc l'objectif de ces mesures était en fait d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques. Donc, un point important pour les économistes, c'est en fait le découplage nécessaire entre d'un côté une croissance du PIB. On suppose ici à long terme en fait être constant à 2,75%, qui est en fait la croissance potentielle telle qu'elle a été estimée l'année dernière et encore cette année dans les projections de moyen terme du STATEC. On en déduit aussi l'évolution de la population, parce qu'il faut savoir que la population et notamment les migrations au Luxembourg, ça dépend de facteurs économiques aussi. Donc on attire des travailleurs étrangers et ça fait augmenter notre population. On observe déjà sur ce graphique, donc à long terme, à l'horizon 2050, notre croissance économique triplerait, et alors que celle de la population, elle doublerait. Après, bon, la différence entre les deux courbes,
ici, elle est cumulative parce qu'on l'exprime comme indice. La différence ou le découplage entre les deux courbes s'explique ici par des gains de productivité d'un côté et par la hausse de l'emploi frontalier à long terme. Parce que les frontaliers ne sont pas considérés dans la population alors qu'ils contribuent au PIB. Quand on regarde après la consommation d'énergie, ici en excluant les ventes de carburant aux non-résidents, donc on voit en fait qu'il y a un découplage relatif entre la croissance du PIB, de la population et de la consommation énergétique. Mais c'est un découplage relatif. Donc, alors que les autres agrégats PIB et population augmentent, ici, on arrive à une stagnation de la consommation d'énergie, donc un découplage relatif, alors que ce qu'il faut au niveau des émissions, c'est un découplage absolu, qu'on observe d'ailleurs déjà sur les années passées, ou pour le scénario VEM, donc si on ne considère que les mesures adoptées jusqu'à la fin 2021, on voit que ça ne suffirait pas pour atteindre les moins 55% en 2030, alors qu'avec le scénario VAM, on y arriverait et on va voir ça plus en détail sur le prochain slide. Après, en pointillé, les mêmes courbes ont été prolongées, cette fois-ci, comme je l'ai déjà évoqué avant, en considérant justement l'utilisation des terres et en intégrant aussi les émissions dues aux entreprises ETS. C'est pour ça qu'il y a un tout léger level shift dans ces séries. On voit qu'à long terme, on s'approche de la neutralité carbone sans forcément y arriver dans nos projections, mais ça a des explications en partie techniques parce qu'on ne considère pas dans nos modèles pour l'instant des solutions techniques qui pourraient être réalisables d'ici quelques décennies, qui est par exemple celui du carbon capture. Donc, on va se focaliser maintenant sur la trajectoire du scénario VAM à l'horizon 2030. Donc là, vous voyez la même courbe orange que sur le slide précédent. Vous voyez qu'en 2030, on arriverait à moins 58% par rapport à l'année de base 2005. Et vous voyez la trajectoire linéaire, qui est donc l'objectif tel que défini dans la loi climat, où on doit arriver donc à moins 55%. Donc, vous voyez qu'en cours de route, bon, déjà, on a été ces premières années en dessous de cet objectif. Donc, en 2021, qui est le dernier point observé de l'inventaire des gaz à effet de serre, on se situait légèrement en dessous de cet objectif. En 2022, donc là, on n'a pas encore des données officielles, donc c'est un résultat de notre modélisation aussi, mais un résultat qui est déjà assez fiable. Pourquoi? Ben parce qu'on observe en fait toutes les importations de produits fossiles en 2022. Quand on convertit ceci en émissions, on devrait se situer bien en dessous de l'objectif en 2022. C'est évidemment en lien avec la crise de l'énergie et plus particulièrement aussi avec les mesures qui ont été prises, notamment à l'étranger, et qui ont fait passer les prix du carburant et donc qui ont eu un impact sur le différentiel de prix Luxembourg avec les pays voisins. Par contre, on voit un léger rebond dans les années à venir qui s'explique par une certaine normalisation et notamment les mesures que je viens d'évoquer, ils ne sont plus en place. Donc, on a de nouveau un différentiel de prix pour le carburant et qui est favorable au Luxembourg. Donc, ça peut impliquer que dans les années à venir, il y a un risque qu'on se situerait au-dessus de l'objectif qui est donc cette trajectoire linéaire. Mais ce qui est important, c'est pas seulement le moins 55% à l'horizon 2030, mais c'est en fait le cumulé. Donc, en fait, la différence entre la courbe orange et la courbe pointillée. Donc, toutes les années, comme les années 2021 et 2022, où on se situe en dessous, en fait, on a des émissions qu'on aurait pu émettre, mais qu'on n'a pas émis. Et du coup, il y a une certaine cagnotte des émissions qui s'accumulent. Donc, ça, vous voyez avec des émissions négatives sur le graphique à droite. C'est toujours cumulé, donc on part du stock de l'année précédente et on rajoute en fait la différence entre les deux courbes pour l'année en cours. Et vous voyez que en 2030, donc il y a
il y a un chiffre négatif, ce qui veut dire qu'on est en dessous des émissions telles que définies par l'objectif, donc par la loi climat. Donc, il y a non seulement le chiffre qui compte en 2030, mais il y a aussi toute la période qui est considérée et ce qu'on a donc vu sur ce slide. On passe au premier secteur, qui est celui qui est le secteur du transport. Donc ici, exprimé en unité physique, on aurait pu l'exprimer aussi en millions de litres, et ici c'est exprimé en gigawattheures. Et on voit notamment, c'est marqué en rouge, que la baisse des ventes de carburant, ça viendrait surtout d'une baisse des ventes de carburant aux non-résidents. On aura un séminaire spécifique sur ce secteur, où on va voir plus en détail d'où ça vient, comment on l'a modélisé, quelle est l'évolution du différentiel de prix entre le Luxembourg et les autres pays. Donc, ça va permettre de mieux comprendre d'où ça vient. Pour l'instant, je vais me limiter justement au constat que la baisse, ça vient principalement des ventes de carburant en non-résidents. Mais pour les résidents aussi, on observe des baisses plus limitées cette fois-ci, mais des baisses malgré tout, ce qui veut dire qu'en fait, la hausse la croissance démographique et la hausse des véhicules et donc des kilomètres parcourus, elle est plus que contrebalancée, notamment par l'électrification du parc des véhicules. Donc ici, vous voyez le résultat en termes d'émissions de ce secteur du transport. Vous voyez que dans un scénario sans mesure additionnelle, donc c'est là où typiquement la taxe CO2 resterait au même montant qu'aujourd'hui, donc à 30 € la tonne. Dans un tel scénario, l'objectif sectoriel du transport serait dépassé dans les années prochaines et en fait la baisse serait insuffisante à l'horizon 2030 et au-delà. Alors qu'avec des mesures supplémentaires comme des hausses successives pour la taxe CO2, mais aussi d'autres mesures comme le renforcement des normes au niveau de l'Union européenne ou encore la modification au niveau du leasing au Luxembourg, on arrive à rester de manière significative en dessous de l'objectif sectoriel du transport. Bon, d'où ça vient, ces baisses dans le secteur de transport? Vous voyez ici l'impact des différentes mesures, comment on les a évaluées. Donc, d'un côté, il y a déjà une baisse qu'on observerait dans le scénario REM. Donc, on a bien vu sur le slide précédent ici que la courbe bleue, on avait déjà une baisse. Ça vient principalement d'une électrification qui est déjà en cours. S'il rajoute les normes pour la flotte de véhicules vendus par les différents fournisseurs, donc il y a en fait un renforcement des différentes normes. Il y a aussi les discussions que vous avez certainement suivies sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 qui contribuerait. Il y a aussi la mesure sur le leasing au Luxembourg qui va donc fortement favoriser les voitures sans émissions, notamment à partir de 2025. Il y a une progression ou une pénétration lente, mais à long terme, malgré tout, significative de l'hydrogène, notamment dans tout ce qui est poids lourd. Et dernièrement, il y a l'impact de la taxe CO2. Et ça, je l'ai déjà impliqué. En fait, la taxe CO2, ça joue sur le différentiel de prix par rapport aux pays voisins. Et ça, donc pour ce secteur en particulier, l'impact de ces hausses prévues de la taxe, donc 5 € toutes les années dans notre projection, ça aura un impact significatif. Pour le deuxième secteur le plus important, celui des bâtiments, on a aussi bien les bâtiments résidentiels que les bâtiments fonctionnels. On modélise ça de manière séparée, mais si je le montre en agrégé, là aussi, on aura un séminaire spécifique qui va se concentrer sur
tout ce qui est modélisation sur toutes les hypothèses qui sont derrière. Donc, je vais présenter juste d'une manière agrégée les résultats et essayer d'expliquer un peu d'où ça vient. Donc, d'un côté, donc le point de départ de ce graphique sont les émissions telles qu'observées en 2021. La deuxième colonne, dénommée ici croissance, ça c'est en fait un calcul purement théorique. Qu'est-ce qui se passerait si la structure serait comme en 2021? Donc, en gros, on continuerait à se chauffer jusqu'en 2030 de la même façon qu'on s'est chauffé en 2021. Donc, avec pas mal de chaudières en gaz et en mazout. Et si on rajoute justement la croissance démographique et la croissance de l'emploi, ça mènerait à une hausse de 22% des émissions. Et comme je l'ai dit, c'est un calcul théorique parce que, bien évidemment, la technologie change. Si la technologie change, pas seulement la technologie, aussi les normes changent. Donc, d'un côté, ça se matérialise dans des gains d'efficacité énergétique et de l'autre côté, il y a un changement de technologie qu'on appelle ici fuel switch. Mais tout d'abord, donc l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est finalement les kilowattheures par mètre carré dont on a besoin pour se chauffer dans ces bâtiments. Et vous voyez qu'en fait, l'ordre de grandeur est exactement le même. Donc, en fait, la croissance démographique et la croissance de l'emploi, elle peut être contrebalancée par des gains en efficacité énergétique. Ça vient d'où? Ça vient principalement des normes des bâtiments. Donc, quand on construit un bâtiment aujourd'hui, il y a des normes très fortes qui sont en place, qui fait que par rapport au stock des bâtiments qu'on a au Luxembourg, le besoin en énergie, il est beaucoup plus faible. S'il rajoute les rénovations, respectivement les destructions de bâtiments. Donc, ça permet de contrebalancer l'effet croissance. Après, pour arriver vraiment au découplage absolu, ce qu'il faut, c'est vraiment changer de technologie. Donc, il faut que la pompe à chaleur devient vraiment la technologie de référence. Dans les nouveaux bâtiments, de toute façon, c'est le cas. Et pour les anciens bâtiments, ce qui joue ici beaucoup, c'est en fait le remplacement, effectivement le non-remplacement des chaudières fossiles, donc le remplacement des chaudières fossiles par des chaudières non fossiles, donc notamment par les pompes à chaleur. Et c'est ça qui amène donc à une forecast déjà à l'horizon 2030 et qui permettrait même à long terme, donc à l'horizon 2050, d'arriver à la neutralité carbone dans ce secteur. Comment c'est possible? Tout simplement, donc, dans notre modélisation, on a supposé donc, que toutes les chaudières fossiles, une fois qu'ils arrivent à la fin de leur vie, ils ne sont justement pas remplacés. Ça veut dire que, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, on n'installe plus de nouvelles chaudières fossiles. Et comme la durée de vie de ces chaudières, elle est de 20, peut-être 25 ou même 30 années. Donc forcément, d'ici 2050, toutes ces chaudières, ils auront atteint leur fin de vie. Et quand on ne les remplace pas par une chaudière fossile, forcément, on arrive à la neutralité carbone dans ce secteur. Mais l'essentiel, vous l'avez bien remarqué, c'est bien que les chaudières fossiles ne soient pas remplacées. Si vous voyez l'impact, ou non, l'évolution en fait, des émissions dans les deux scénarios VEM et VAM, donc vous voyez que même dans le scénario VEM, on arrive à une baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les normes de bâtiments qui sont en place, notamment pour le résidentiel, ils sont déjà inclus dans le scénario VEM parce qu'ils sont déjà en place depuis un certain moment et ça mène à une baisse progressive des émissions. Dans le scénario VAM, on a encore des mesures supplémentaires comme celle du phase-out des chauffages fossiles qui font que la baisse elle est beaucoup plus significative en termes de direction. Donc la direction, elle est bonne. Le problème, c'est que le point de départ, il n'est pas forcément favorable, au moins par rapport à l'objectif sectoriel dans ce domaine. Donc,
comme pour le transport, on va montrer maintenant un peu d'où ça vient. Ces baisses, aussi bien dans le scénario VEM, donc je l'ai déjà expliqué, ça vient principalement des normes pour les nouveaux bâtiments, mais également des rénovations et des destructions de bâtiments qui font que le besoin en énergie baisse et donc aussi les émissions dans ce secteur baissent. Après, il y a une mesure qui renforce en fait la rénovation, notamment dans le secteur tertiaire qui a été pris en compte, qui a un certain impact. Il y a un très fort impact du phase-out du chauffage fossile. Je viens déjà d'expliquer de quoi il s'agit. Et finalement, il y a aussi la taxe CO2 qui a un certain impact. Bon, c'est marqué en rouge en bas. Je ne l'ai pas mentionné avant, alors que j'aurais dû le faire. Ça veut dire quoi quand je marque l'impact évalué dépend de l'ordre dans lequel les mesures sont considérées? Tout simplement, donc ici, vous voyez que l'impact de la taxe CO2 dans ce secteur, il est limité. Pourquoi est-ce qu'il est limité? Parce que de toute façon, les chaudières fossiles sont déjà moins fréquents. Okay, donc l'ordre dans lequel on évalue tout ça, s'il y aurait une seule mesure à évaluer et que toutes les mesures ne seraient pas modélisées, l'impact de la taxe CO2 serait beaucoup plus important parce que le nombre de chaudières fossiles serait beaucoup plus important. Mais comme on considère déjà qu'avec les autres mesures, le nombre de chaudières fossiles est limité, forcément la taxe CO2 s'applique aussi à un nombre plus limité, donc l'impact il est plus limité. On passe maintenant au secteur de l'industrie, le secteur de l'industrie qui se décompose d'un côté de la production d'énergie, donc ça c'est ce qu'on voit ici, c'est exprimé donc, en unité énergétique, donc c'est la production d'énergie, donc la production d'électricité et la production de chaleur. Vous voyez une baisse qui est due à un moindre recours au gaz, donc là ce qu'il y a dedans c'est notamment les centrales de cogénération qui produisent de la chaleur à partir du gaz. Donc, si ces centrales de cogénération disparaissent dans les années à venir, et donc notamment ce qu'on a modélisé dans le VAM, c'est que une fois que ces centrales ne profitent plus du tarif d'injection du mécanisme de compensation, que justement à partir de ce moment-là, ils seraient obligés de changer de technologie, notamment vers la biomasse. Vous voyez un peu plus loin où on attend une hausse du recours à la biomasse qui, à long terme, par contre, serait plus remplacée par l'hydrogène. Vous voyez sur la partie à droite, sur le graphique, la biomasse, de nouveau, elle serait en baisse, alors que l'hydrogène serait en hausse. Après, ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est notamment la très forte hausse de la production d'énergie ou d'électricité, plus particulièrement en en recourant à la photovoltaïque et à l'éolien. Donc des chiffres, des progressions qui s'approchent des 20 ou 30% à l'horizon 2030 et similairement à long terme, même si le rythme, notamment pour l'éolien, se limiterait un peu parce que les emplacements pour de nouvelles éoliennes, c'est plus facile d'en construire une dizaine par année sur les années à venir, mais à très long terme, on a quand même modélisé un ralentissement conséquent qui s'approcherait plus d'une éolienne par année. Par contre, ce qui joue toujours à long terme, c'est en fait le repowering. En fait, quand on déconstruit d'anciennes éoliennes et on les remplace par des éoliennes plus performantes, donc c'est ça qui à long terme va contribuer malgré tout à la hausse de la production en provenance de l'éolien. Bon, tous ces secteurs, une fois que le gaz aura disparu, ne jouent plus sur les émissions. Par contre, ce qui joue sur les émissions, c'est l'autre partie de l'industrie, donc l'industrie manufacturière, qui comprend dans cette classification aussi la construction. Et c'est là où on observe par le passé aussi bien une très forte hausse de la croissance, aux alentours de 4%, mais de l'autre côté aussi une très forte efficacité énergétique. Donc, le besoin en énergie, ça baisserait de quelques 7% par année. Ça, c'est les croissances historiques, les tendances historiques qui ont été prolongées dans
dans ces projections. Je rappelle donc que la base de toutes ces projections, c'est donc le scénario VEM où on applique une prolongation des tendances existantes. Donc, une très forte croissance de la production et une très forte efficacité énergétique qui, pour ce secteur, si ça continuerait ainsi, où on arriverait en fait que les gains d'efficacité, ils font plus que contrebalancer la croissance dans ce secteur. S'ils rajoutent le changement technologique dans un secteur qui est déjà fortement électrifié, mais où malgré tout l'électrification continue. Somme toute, vous le voyez, donc il y a bien une baisse des émissions dans ce secteur. Par contre, ça ne va pas suffire à complètement arriver à une neutralité carbone dans ce secteur à l'horizon 2050. Ici, vous voyez les trajectoires pour les deux scénarios, ainsi que l'objectif sectoriel. Et vous voyez aussi qu'en fait, la dernière observation qu'on a de l'inventaire des gaz à effet des émissions, qui est une première estimation, donc qui est dans ce sens provisoire. Donc, ça se peut que ce pic que vous voyez en 2021, il disparaît éventuellement avec les révisions des données. Mais quoi qu'il en soit, on sera de toute façon au-dessus de l'objectif sectoriel. Par contre, là aussi, la trajectoire baissière, elle est assez conséquente et on arriverait malgré tout à moins 25% à l'horizon 2030 et on arriverait à une réduction des émissions de 3/4 à long terme. Donc tout ça vient cette fois-ci, vous le voyez que ça vient principalement déjà de la projection VEM, donc avec mesures existantes basées sur des tendances historiques. Et encore une fois, ici, c'est l'impact notamment des gains d'efficience qui, eux, sont beaucoup plus élevés que la croissance dans ce secteur. S'y rajoutent des mesures qu'on a tirées de la feuille de route qui a été élaborée par les ministères et qui a été, disons, mis en conformité avec la stratégie hydrogène qui définit notamment quand est-ce qu'on aura une pipeline hydrogène, donc quand est-ce qu'on aura suffisamment d'hydrogène disponible au pays pour réaliser effectivement certains de ces projets. Et dernièrement, il y a la taxe CO2, évidemment, qui joue ici sur ces entreprises parce qu'on ne considère pas les entreprises ETS, on considère juste les entreprises qui sont justement soumises à la taxe CO2. Après, on passe au secteur qui n'a pas été modélisé par le STATEC, mais par l'administration de l'environnement, c'est le secteur de traitement des déchets et eaux usées, qui forcément réagit fortement à la croissance démographique, où on peut au moins à court terme encore baisser ou surcompenser cette croissance démographique par des mesures qui font qu'on émet moins de déchets d'un côté et les déchets qu'on émet sont recyclés davantage. Donc, ce type de mesure permet effectivement de réduire les émissions et donc de contrebalancer la croissance démographique, ce qui n'est plus vrai d'après ces projections à long terme. Donc, à long terme, effectivement, quand on a de plus en plus de population, forcément aussi, on a de plus en plus de déchets et d'eau usée, et donc forcément, les émissions, ils auront du mal à baisser à long terme. Voilà, et donc on serait donc au-dessus de l'objectif sectoriel également dans ce secteur à l'horizon 2030 et s'approcherait pas d'une certaine neutralité carbone dans ce secteur. Dernier secteur, cette fois-ci pas non plus modélisé par nous, mais par le service d'économie rurale du ministère. Donc là, on voit qu'effectivement, on est dès le départ en dessous de l'objectif sectoriel. L'orientation à la baisse est aussi visible dans ces projections. Par contre, un phénomène similaire à celui du secteur qu'on a vu d'avant, là aussi, les émissions auront du mal à baisser à très long terme. Puis, l'utilisation de la terre, donc respectivement les émissions de ce secteur qui sont négatives, parce qu'en fait, la terre et les forêts, ils ont le potentiel de stocker du carbone. Donc, vous voyez une trajectoire assez intéressante. Quelle est l'explication derrière
cette trajectoire, en fait, c'est l'état des forêts au Luxembourg. Donc, on est dans une situation où il y a pas mal d'arbres qui sont abattus en ce moment, et ça fait que, justement, le stockage de carbone dans nos forêts il diminue fortement en ces moments-ci et dans les années à venir. Et ce n'est qu'à partir du moment où les arbres qui ont été replantés au fur et à mesure, ils prennent une certaine taille pour qu'ils puissent stocker du carbone, qu'on va retrouver à très long terme de nouveau ce potentiel de stockage de carbone. Ce qui est éventuellement intéressant, c'est que si vous regardez ici le niveau, donc on est aux alentours de 500-600 kilotonnes de CO2 en négatif, alors qu'on a vu que pour l'agriculture, sur le slide précédent, on est aux alentours de justement 500 kilotonnes, et pour l'industrie, il restait aussi certains stocks, donc d'une certaine manière, l'utilisation des terres peut compenser au moins en partie ou en grande partie ces deux secteurs où on n'arrive pas à la neutralité carbone. Sans oublier évidemment les déchets et eaux usées où on a vu qu'aussi à long terme, ils passeraient moins. Donc, quand on récapitule tout ça, donc l'objectif climatique, donc les émissions, vous voyez la même trajectoire à gauche qu'on a déjà vue, mais cette fois avec les contributions des différents secteurs qu'on a vus un à un. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a déjà vu les détails. Et par contre, sur le long terme, il y a un changement méthodologique, et ce qui explique pourquoi il y a un level shift aussi dans les séries. C'est parce que sur cette période, on considère cette fois-ci aussi les émissions de l'industrie ETS, qui fait donc il y a plus d'émissions qu'on considère pour l'objectif à long terme de la neutralité carbone. Par contre, les émissions négatives de l'utilisation de la terre sont considérées aussi, ce qui permet en partie de contrebalancer l'autre. Vous voyez à long terme qu'on n'arriverait pas à la neutralité carbone. Bon, je l'ai déjà évoqué, nous on ne modélise pas pour l'instant au moins la possibilité de justement faire du carbon capturing. Et aussi, on ne modélise pas ici, en fait, pour notamment les entreprises ETS, qu'ils seront complètement décarbonés. Et plus particulièrement, un grand émetteur dans l'industrie ETS est typiquement la production de ciment. Donc, si effectivement une solution technologique serait possible dans les décennies à venir, effectivement, on pourrait s'approcher beaucoup plus rapidement à la neutralité carbone à l'horizon 2050. À côté des objectifs sur les émissions, il y a aussi un objectif sur l'efficacité énergétique qui est en réalité un objectif sur l'énergie totale consommée et qui inclut les ventes de carburant au Luxembourg. Donc là, dans le scénario VAM, on arrive à une baisse de moins 44% à l'horizon de 2030. Donc, dans ce sens, l'objectif du dernier PNEC aussi serait atteint. À long terme, vous voyez que, et c'est en partie dû à une croissance économique malgré tout élevée dans nos projections, à long terme, pardon, on n'arrive pas à baisser le besoin en énergie comme on l'a vu, comme on arrive à le faire pour les émissions. Pour le troisième objectif, qui est l'objectif des énergies renouvelables, ce dernier, il y a un objectif agrégé, donc de 37% à l'horizon 2030, qui serait atteint avec l'aide aussi de transferts statistiques, mais qui à long terme, et vous le voyez, il y a une assez forte hausse quand même des énergies renouvelables, et ceci dans tous les secteurs, donc dans la production d'électricité, dans aussi la production de chaleur utilisée dans les bâtiments, mais pas uniquement,
tout comme dans le transport. Quand on regarde ces différents indicateurs individuellement, il y a des spécificités méthodologiques avec des multiplicateurs spécifiques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux juste vous donner un ordre de grandeur d'où ça vient. Donc, dans la production d'électricité, les renouvelables, ça vient, ce n'est pas une surprise, de l'éolien, mais du photovoltaïque. Le recours à l'hydrogène jouerait un rôle à très long terme, mais justement à très long terme et de façon malgré tout plus ou moins limitée. Dans le transport, là aussi, peu de surprise, ça viendrait de l'électricité utilisée pour les véhicules routiers. S'il rajoute l'électricité pour le non-routier, typiquement chemin de fer. Il y a une partie de biocarburant qui est encore plus prépondérante maintenant, mais qui perd en ampleur au fur et à mesure. Et puis, il y a quand même une pénétration assez forte, cette fois-ci, de l'hydrogène, notamment aussi parce qu'on vendrait en fait l'hydrogène, donc comme on vend maintenant du carburant aux non-résidents, on vendrait de l'hydrogène aux non-résidents à long terme. Pour ce qui est la production de chaleur, on voit évidemment que les pompes à chaleur dans les bâtiments jouent un rôle très important. On voit malgré tout que l'industrie aussi qui utilise, qui a besoin de chaleur, contribue aussi s'ils font du recours à des énergies renouvelables pour leur chaleur. Et dernièrement, il y a la production d'énergie, donc en fait le secteur, donc les réseaux de chaleur sont représentés ici dans les barres oranges. Voilà, on a vu notamment sur ces 3 dernières slides que tous les objectifs, aussi bien en termes d'émissions, mais aussi en termes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, sont atteints avec ce scénario VAM, ce qui est un peu logique dans le sens que on a travaillé de manière intensive avec des responsables des différents ministères et justement les mesures, ils ont été rajoutées et renforcées jusqu'au moment où les objectifs sont atteints. Deuxième point, bon, on a considéré les données les plus actuelles, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2021 qui ont été finalisées il y a un mois à peu près. On a pas mal développé nos modèles pour vraiment considérer les spécificités de Luxembourg, ce qui n'a pas forcément été le cas pour le dernier PNEC. Ça veut dire aussi que les trajectoires du scénario VEM, peut-être qu'à court et à moyen terme, ils représentent justement davantage aussi bien les données les plus actuelles que les spécificités du Luxembourg. Ce qui n'est probablement pas le cas des objectifs sectoriels qui, eux, étaient basés en fait sur les projections du dernier plan. Après, point très important, je pourrais parler peut-être 15 minutes sur les incertitudes qui entourent ces projections de long terme. C'est inhérent, c'est logique. Je n'ai pas le temps d'aborder ce sujet en détail dans ce séminaire, mais il y aura d'autres séminaires, comme je l'ai déjà dit, où on va pouvoir en parler plus en détail. Ce que je voulais dire ici seulement, c'est que en plus de ces incertitudes inhérentes, il y a des incertitudes en fait sur les décisions notamment des pays voisins sur comment s'ils vont adopter le nouveau système ETS, notamment pour le transport, qui est en discussion maintenant au niveau de l'Union européenne. Donc, en gros, les pays auront le choix ou bien de se soumettre à ce système ETS2 pour le transport, ou alors de garder leur taxe CO2 respectivement. Ils devraient en introduire une s'ils n'en ont pas pour l'instant. Donc tout ça, ça donne une forte incertitude. Nous, on a considéré par défaut dans nos scénarios que il n'y a pas de hausse de taxation dans les pays voisins quand on a modélisé justement les prix des carburants au Luxembourg et dans les pays voisins. Et donc voilà, ça c'est une incertitude inhérente, donc ça il va falloir suivre de près dans les années à venir.
implicitement, vu notre méthodologie, comme on n'a pas considéré d'autres hausses de taxes CO2, ça veut dire que si les pays voisins ils vont augmenter leur prix, ben forcément la taxe CO2 nécessaire que nous, on a évaluée à plus 5 € la tonne tous les ans, forcément, on top, ben, il faudrait rajouter les hausses que les pays voisins appliquent aussi on top sur les hausses prévues pour Luxembourg, pour atteindre les trajectoires qu'on vient de voir. Voilà, donc ceci, c'était un séminaire qui s'est focalisé sur les résultats de manière agrégée. J'ai essayé de donner déjà quelques détails d'où ça vient, mais pour vraiment montrer de manière transparente toutes les hypothèses qu'on a utilisées, pour expliquer encore davantage comment ça s'est effectivement modélisé. On a prévu 3 séminaires supplémentaires qui vont se focaliser à chaque fois sur un secteur spécifique. Donc, on va commencer avec le secteur des bâtiments, puis on va traiter le secteur du transport et dernièrement toutes les autres activités économiques, donc 3 séminaires à venir. Le dernier point, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent, c'est l'évaluation de l'impact macroéconomique. Donc, c'est prévu aussi. On travaille actuellement dessus, mais il nous faut encore des données, notamment de la quantification de l'impact budgétaire des différentes mesures avant qu'on peut évaluer l'impact macroéconomique. Merci et je suis curieux d'entendre vos questions.